Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette édition 2024 des tops et des flops. Et ici, on va s'attaquer au pire long métrage. De précision cependant avant d'entrer dans le vif du sujet. De 1, il ne s'agit pas d'un classement des pires films sortis cette année, mais des films que j'ai personnellement découverts en 2024. Ce qui fait que vous pouvez en avoir des assez vieux dans la liste, parce que c'est pas parce qu'on a dépassé l'année de leur sortie qu'il faut arrêter de s'y intéresser. Et de 2, gardez en mémoire que tous mes classements sont subjectifs. J'essaye toujours d'apporter des arguments pour justifier mon point de vue, mais ça reste mon avis personnel, et donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon, on va pouvoir commencer avec mes 20 pires films de 2024. Je pense que c'est mon visionnage le plus frustrant de l'année. L'histoire, c'est que dans le monde existent des individus avec des super pouvoirs rangés par catégorie. Mover pour la télékinésie, Watcher pour la précognition, et le héros, un Mover, se voit rejoint par une Watcheuse qui l'emmène dans l'optique de plus ou moins sauver le monde de la Division, une branche gouvernementale qui essaye de transformer les gens avec des pouvoirs en super soldats. Et j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont développé avec les différentes variantes de pouvoirs, qui sont toutes logiques et pétées, sans être complètement cheatées non plus. Il y a de très bonnes idées de mise en scène et surtout d'utilisation de pouvoir. Par exemple, le héros qui va utiliser 2 flingues, mais à distance. Ah oui, c'est logique, mais j'ai très rarement vu ça ailleurs. Les acteurs sont bons dans leur rôle, les effets spéciaux sont plutôt bons pour l'époque. Maintenant, faut être honnête, le film a un peu vieilli, mais ils ont quand même le mérite d'avoir été relativement économes, et du coup, les 3/4 du temps, ça passe crème en fait. Mais si pour moi, il y a un gros problème, il vient du scénario. Parce qu'autant tu suis les grandes lignes, tu dis que ça va, y a pas de souci. Par contre, si tu commences à réfléchir un peu plus, ah mais non, ça va pas du tout en fait. Par exemple, pendant une bonne partie de l'intrigue, tu as les héros qui sont gênés par une watcheuse ennemie. Parce que justement, elle sait d'avance tout ce qu'ils vont faire. Donc ils utilisent une méthode pour la flouer. Et déjà l'explication du plan, j'y croyais pas. Puis quelques temps après, le héros dit à la watcheuse, tant que tu fais aucun choix, un watcher ne peut pas te repérer. Ouais, on va dire ok parce que je suis gentil, sauf que quelques minutes plus tard, la gamine se fait retrouver par la watcheuse, alors qu'elle n'a justement fait aucun choix et a déambulé au pif pendant plus d'1 heure. Et le retournement final, littéralement la dernière scène, non. Non, je suis désolé, non. Comment le héros qui peut pas voir l'avenir a pu anticiper le scénario à ce point? C'est juste pas possible. Si encore ça avait été la gamine watcheuse avec son pouvoir au max, là ok, j'aurais pu être d'accord. Sauf que non. Et du coup, je trouve que le film se prend les pieds dans son intrigue. Ce qui est d'autant plus con qu'il avait su éviter pas mal de poncifs qu'on aurait pu avoir avec ce genre d'intrigue. Du coup, vous comprenez pourquoi ce film me frustre autant. Il y avait vraiment moyen de faire un putain de chef-d'œuvre. Mais soit les scénaristes ont voulu rajouter trop de retournements de situation au point qu'ils ont fait des nœuds dans leur script, soit ils ont oublié de relire certaines séquences, soit ils ont coupé des scènes vraiment importantes qui expliquaient tout. Et du coup pour moi, c'est une atroce déception. Mais c'est pas pour autant non plus un mauvais film. Si vous vous contentez de le regarder juste en suivant les grandes lignes, sans vous focaliser sur les détails, ça reste agréable à regarder. Donc bah, à vous de voir. Ouais, c'est seulement cette année que j'ai fini par le voir. Il s'agit donc du plus sombre des films d'animation Disney ayant jamais existé, je pense pouvoir dire ça sans me tromper. Grosso modo, c'est de la fantasy médiévale, très classique, on va dire, avec des héros tout gentils, un seigneur des ténèbres, une épée magique, on va dire la formule de base de la fantasy. Et pourquoi je dis que c'est le plus sombre des Disney ? Bah parce qu'on pourrait difficilement prétendre l'inverse. Il y a toute une esthétique assez obscure et macabre, avec de la nécromancie, des sacrifices, du sang. Je vous jure, je crois que c'est une des rares fois où on voit des personnages de Disney saigner. Maintenant, est-ce que c'est un bon film ? Tout dépend de ce que vous appelez bon. Moi je le trouve beaucoup trop classique dans ses mécaniques, mais il faut savoir le replacer en son contexte. Sortir un film comme ça pour les enfants, aujourd'hui je pense que ça leur ferait rien. Mais en 85, ça a dû en traumatiser un bon paquet, Peut-être que c'est pour ça que le film a fait un énorme flop, et qu'à cause de ça, Disney a préféré se retourner vers de l'animation plus classique. J'ai quand même une pensée compatissante pour tous ceux qui ont dû découvrir le film en étant gamin. Parce que oui, il y a des scènes, elles ont dû traumatiser des bouts de chou, quoi, D'ailleurs, là encore, film Disney sans aucune chanson.
assez rare pour être souligné. Il y a tout un côté très gothique, très théâtral, notamment dans Le Seigneur des Ténèbres, que j'ai trouvé vachement cool. La VF qui est très bonne, même si je dois avouer que le doublage du personnage d'Héloïse m'a un tantinet tapé sur les nerfs. Après, il faut savoir que le film a eu droit à un redub en 1998, et je crois que je suis tombé sur la version originale. Bref, est-ce que je vous le conseille? Je sais pas. À vous de voir. Testez si ça vous intéresse, mais pour moi, c'est dispensable. À l'heure actuelle, avec mon bagage cinématographique, il m'apporte plus grand chose. Par contre, pour des personnes plus jeunes, qui auraient pas une grosse expérience des films ou même de la fantasy dans les grandes lignes, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Sinon, je pense pas que le visionnage soit indispensable. Le film est une adaptation du jeu vidéo en VR d'Ubisoft du même nom, qui lui-même est adapté du loup-garou de Tierce-Lieu. Si vous connaissez pas, grosso modo, la règle est simple. Chaque joueur incarne un villageois, sauf que parmi ces villageois, il y a un ou plusieurs loups-garous. Chaque nuit, les loups-garous tuent un villageois, et chaque jour, les villageois se réunissent pour essayer de déterminer qui est le loup et le tuer. Et évidemment, chaque camp a pour objectif d'éradiquer l'autre. Alors quand j'ai vu le logo d'Ubisoft apparaître au début, j'avoue que j'étais pas joisse. Connaissant le studio de base, mais en plus le niveau assez bof, voire nullissime de ces adaptations, c'était pas bon signe. Sauf que là, c'était pas catastrophique. Le mystère est plutôt bien conservé tout du long, bonne tension et bonne intrigue, mais pour que le film soit excellent, il aurait fallu qu'il garde cette ambiance tout du long. Sauf que ce film est une comédie. Il y a beaucoup de trucs qui sont pensés pour être marrants, et pour faire chuter la tension quand elle monte de trop. Sauf que les gags sont pas particulièrement ouf, les personnages sont parfois beaucoup trop décalés pour qu'on y croie, la romance qui débarque entre le héros et la postière pratiquement dès le début, c'est au-delà du précipité, genre la gonzesse qui va lui dire « Tu es un mec en or !»« Meuf, tu l'as rencontré hier !» Après, si vous arrivez à passer outre ces défauts, le film sera pas désagréable à mater. Mais perso, je pense pas que je le reverrai un jour. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, avant de sortir les fourches, je suis pas un giga fan de l'univers de Mario. J'ai joué à quelques jeux, surtout quand j'étais gamin, mais j'ai jamais été particulièrement adepte du plombier à moustache. C'est une origin story à nos deux héros, à savoir Luigi et Mario, qui débarquent dans le royaume champignon, alors que Bowser s'apprête à conquérir cette galaxie. En soi, là encore, je parle en profane, hein, les experts me corrigeront peut-être, oui, ça a l'air d'être une très bonne adaptation du jeu. En soi, j'ai pas de gros reproches à faire à l'intrigue, éventuellement d'enchaîner un peu trop de fanservice en 1h30, même si beaucoup de refs me sont passés au-dessus, il y en avait beaucoup, je disais, ah non, là c'est fanservice, là, ça se voit, il y a quelques passages qui m'ont fait rire, même si dans l'ensemble, je trouve pas que la plupart des gags soient oufissimes, et globalement, l'histoire, c'est de l'ultra déjà vu. Donc, oui, c'est une bonne adaptation. En tant que film, ouais, c'est sympa. Sans plus. Je me suis pas fait chier en le regardant, mais je me suis pas particulièrement amusé non plus. Peut-être que les adorateurs de la licence l'apprécieront davantage, mais moi, le film m'a fait ni chaud ni froid. Je sais pas trop à quoi je m'attendais en lançant ce film, en fait. En l'occurrence, Shivers est un film de David Cronenberg, oui, le gars qui adore montrer des trucs bien dégueulasses, et on me l'avait vendu comme un de ses premiers films. Premier truc que j'ai remarqué qui m'a vachement choqué, il y a quand même vachement de noms français. Est-ce que le doublage français a tout francisé? Non, en fait c'est parce que toute l'histoire se déroule au Canada, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages qui ont un nom francophone. Bref, dans un complexe hôtelier sur une île, voilà qu'un parasite se répand, transformant chacune des victimes contaminées en maniaques sexuels. Et là, je pense que la plupart des gens qui me regardent sont en train de se dire « Oula, très borderline comme thème !» Et je suis d'accord avec vous. Alors déjà, pour rassurer le maximum de personnes, il n'y a aucune scène explicite. À la limite, vous allez voir des tétons ou quelques baisers forcés, mais ça ira pas plus loin. En tout cas, il n'y a pas de scène choquante. Et heureusement, parce que quand tu vois qu'il y a des enfants parmi les victimes, tu sens que le Cronenberg, il a dû se dire « Ouais, non, j'ai pas envie de finir en tôle, donc on va y aller mollo !» Donc si on se met dans l'ambiance de l'époque, ouais, le film est assez, voire très malaisant sur pas mal de points. Ce qui, à mon avis, était l'objectif du réalisateur, donc pareil gagné, en somme. Les effets spéciaux des parasites sont plutôt réussis.
J'ai connu des nanars modernes qui arrivaient pas à ce niveau. En dehors de ça, autant la menace est plutôt originale, autant quand tu te poses 2 minutes pour y réfléchir, c'est pas super cohérent. Un coup, le parasite a besoin de baiser pour contaminer, un coup, il en crache 3 à la suite. Pour certains, il a fallu des semaines, voire des mois avant que l'infection se déclare, et quand on arrive au point fort du film, un infecté t'a roulé une pelle, tu deviens un violeur aussi sec. Perso, je vous avoue que je me suis fait pas mal chier devant le film. Je trouve que le perso principal n'a aucun charisme. Certaines réactions sont un peu illogiques. Ok, c'est des 70s, mais quand même. Et quelques passages où tu te dis, ouais, un peu facile quand même. Tu vois que les infectés ont l'air d'avoir une super force. À un moment, t'as un mec qui se fait soulever les mythes d'une main. Une demi-heure après, tu vois le héros qui est encerclé par des zombies sexuels. Le gars, il arrive à les esquiver en mode danse aux étoiles. Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que ça m'a rappelé une scène de Flanders Company, sauf que là, c'était volontairement ridicule, et c'est pour ça que ça marchait bien. Dans Shivers, pas du tout. C'est juste lamentable. Donc, je vous avoue que j'ai pas trouvé le film très intéressant. À la limite, si vous êtes fan de Cronenberg et que vous voulez découvrir sa filmographie, je vous le déconseille pas parce que d'un point de vue technique c'est plutôt bien foutu, mais je le considère pas comme un bon film. C'est pas un navet non plus, faut pas déconner, mais je vous le conseillerais pas pour autant. Donc, à vous de voir. L'histoire est celle d'un profiler et d'un voleur d'art qui vont se faire doubler par une voleuse, ce qui va les pousser à s'associer pour la prendre de court sur la traque des 3 œufs de Cléopâtre. C'est sympa. Non, franchement, hein, c'est le divertissement est cool, c'est bien rythmé, les acteurs sont bons, les scènes d'action sont sympas, mis à part la dernière course-poursuite en bagnole que j'ai trouvé un peu brouillon, mais c'est ultra classique. Si vous avez déjà vu des films de cambriolage, globalement ça reste le même mood. On prévoit un plan pour voler le MacGuffin, mais des imprévus arrivent, du coup on improvise, mais en fait on révèle que non, on avait déjà prévu des trucs à l'avance, sauf que dès que tu réfléchis 2 minutes, en fait c'est complètement débile. Donc très franchement, à mater une fois en divertissement, ça vaut le coup. Mais ça m'a pas transporté plus que ça. Comparé à Bullet Train, Red Notice, je pense pas que je le reverrai un jour. Et si une suite finit par sortir comme le tease le final, ce sera sans moi. J'étais persuadé qu'il allait me faire chier avec ce film. Après, j'ai vu réalisé par Paul Verhoeven, et je me suis dit, ah non, en fait ça va juste être un film érotique. J'avais qu'à moitié raison. L'histoire est donc basée sur la vie de Benedetta, une religieuse italienne, connue pour avoir eu des visions mystiques, et qui a été accusée d'être homosexuelle. Je ne connais pas la donzelle, donc je me permettrai pas de faire des remarques sur la personnalité. Ce qui est certain, c'est que le film a sa théorie. Comme quoi la meuf était vraiment lesbienne, et surtout que tous les trucs mystiques qui a pu lui arriver, c'était du flan. Après, la question c'est, est-ce qu'elle avait vraiment conscience de raconter de la merde ? Parce qu'autant, il y a des points qui, clairement, relèvent du problème psychiatrique, genre les terreurs nocturnes, les hallucinations, tout ça, et en même temps, elle a l'air parfaitement aux commandes de tout ce qui se passe, en fait. Du coup, j'ai eu aucune empathie pour le personnage, à la limite pour certaines sœurs du couvent, mais pour Benedetta elle-même, non. Va te faire foutre, meuf. Pour une fois, j'étais du côté de l'Inquisition. Pour ce qui est du film en lui-même, je craignais de m'ennuyer avec un titre pareil. Étonnamment pas. Il y a un bon rythme, les acteurs sont majoritairement bons. J'ai toujours un problème avec Daphné Patakia pour certaines scènes, mais globalement, même elle, j'ai été convaincu par le jeu. La plupart du temps. Virginie Efira est toujours excellente. Et si vous aimez l'érotisme lesbien, oui, vous allez avoir quelques scènes de nu frontal. Et quelques scènes de cul, bien sûr. Donc, pour connaître un peu l'histoire italienne de l'époque, et surtout le personnage de Benedetta, ça peut être intéressant. En dehors de ça, j'ai pas détesté le visionnage, mais enfin, j'ai pas particulièrement envie de le revoir. Donc à vous de décider. Oh là, comment dire ? On va suivre un homme qui commence un boulot en tant que télévendeur et va se révéler excessivement bon, ce qui l'amènera à monter les marches de la hiérarchie et découvrir les facettes les plus malsaines du milieu du marketing. En même temps, qui doutait de leur existence ? Au début, le seul truc que je savais du film, c'était que le gars réussissait à gravir les échelons avec la voix de blanc. Sauf que, techniquement, c'est pas juste une voix de blanc. C'est la voix du blanc friqué et commercial. Ce qui est précisé dans le film, mais que la plupart des gens ont tendance à oublier.
Et autant, il y a pas mal d'éléments qui sont vachement bien tournés. D'ailleurs, l'ensemble du film a un côté assez métaphorique et what the fuck. Ça se ressort bien dans certaines scènes complètement délirantes, que ce soit dans l'écriture ou dans la manière de le filmer. Alors que si le film avait voulu conserver une ambiance réaliste, ça aurait fait très kitsch. Sauf que quand on arrive aux 3/4 du métrage, on arrive sur un délire avec des hommes chevaux. What? Bien entendu, c'est une énorme critique du capitalisme, de la télévision, de la stupidité humaine en général, des réseaux sociaux aussi, un petit peu mais pas trop. Alors, est-ce que le film est bien? Ouais, mais je saurais pas trop comment vous le décrire. Si on me disait que c'était une comédie, je vous répondrais que non. J'ai pas ri une seule fois, et j'ai pas l'impression que me faire marrer c'était le but du film. Son but, c'est de nous faire une sorte de conte moderne, un peu grinçant, ok, mais pas humoristique. Grosso modo, j'ai trouvé que le film était bon. Maintenant, ça m'a pas fait vibrer plus que ça. Il y a le climax final que j'ai trouvé un peu facile. En dehors de ça, c'était pas désagréable à regarder, si vous appréciez le what the fuck. Donc, je vous le déconseille pas. Vous pouvez passer un bon moment devant. Perso sans plus. L'histoire se déroule pratiquement à la fin du mandat papal de Benoît XVI, où ce dernier va recevoir le futur pape François, qui se trouve être son plus virulent critique. Et derrière les murs du Vatican, les deux hommes vont confronter leurs différentes visions du christianisme, notamment au sujet des polémiques un brin cradingue qui entachent la réputation de l'église. J'ai été un peu perplexe, parce qu'au début je pensais que c'était vraiment une fiction qui s'inspirait des personnalités de l'époque, ce qui était amplifié par certains passages assez flous, sauf qu'en même temps, ils utilisent les vrais noms des papes, et on a même quelques images d'archives pour montrer les gugus. Sauf que, pour avoir jeté un œil à leur biographie, s'ils se sont effectivement rencontrés à plusieurs reprises, ça a surtout été après l'arrivée de François sur le Saint-Siège. Et voilà quoi, le pape actuel, il a pas l'air d'avoir jamais porté Benoît XVI dans son cœur. Donc, pas mal de choses inventées, peut-être pour essayer de faire apparaître Benoît XVI sous un jour un peu meilleur. Donc déjà, pas super fan de cet angle. En termes de film, là encore, je trouve pas le métrage exceptionnel. C'était intéressant d'avoir quelques-uns de leurs échanges sur la religion, notamment au début, mais le reste du temps, je vous avoue que je me suis pas mal emmerdé. J'ai aussi remarqué des faux raccords assez violents. Genre, à un moment, tu as une discussion entre plusieurs personnages, sauf que presque à chaque cut, ça jump dans un lieu différent. Il y a un moment, c'est à l'air libre, à un autre, c'est dans un bâtiment, alors que c'est censé être la même conversation. Pour l'anecdote, j'ai beaucoup plus apprécié le film Habemus Papam, qui là se concentrait sur un pape entièrement fictif. En gros, le mec se fait élire pape, sauf que au moment de se présenter à la foule, il fait une énorme crise du panique et le Vatican est obligé de faire venir un psy. Donc bref, je ne vous conseille pas les deux papes. Si vous voulez vraiment un bon film sur le Saint-Siège, je vous suggère plutôt Habemus Papam. Ouais. L'histoire tourne autour d'un couvent de bonnes sœurs au XIVe siècle, sauf que les principales religieuses que l'on suit sont plus ou moins dévergondées. Comme si ça ne suffisait pas, le père local ramène un jardinier qu'il affirme être sourd-muet, sauf qu'en vérité, il s'agit d'un domestique qui a échappé à son seigneur pour ne pas se faire arracher les couilles. Voilà, qu'en dire... Je me demande encore à quoi sert ce film. L'histoire est pas particulièrement passionnante ni innovante, c'est censé être une comédie, j'ai souri 2-3 fois. C'est prétendument assez trash. À part voir des bonnes sœurs se rouler des patins, j'ai rien vu de particulièrement choquant. Et encore, si vous êtes giga prude. Non, très franchement, je vois pas l'intérêt de ce film. Je me suis pas mal fait chier. Donc très franchement, je ne vous le conseille pas, c'est pas intéressant du tout. J'ignorais que c'était un film, enfin, un moyen métrage de Marvel. Nous y suivrons le personnage de Elsa Bloodstone, qui est réuni avec plusieurs autres grands chasseurs pour une grande cérémonie de traque aux monstres. Et le gagnant remportera la pierre de sang, un des artefacts surnaturels les plus puissants au monde. Le film a eu la volonté de s'apparenter au vieux film de la Hammer, d'où une pellicule essentiellement en noir et blanc, volontairement salie par quelques imperfections. Et on va commencer tout de suite avec les problèmes techniques. Quel intérêt? Déjà, les défauts de la pellicule, ça pue le truc rajouté au montage. Et surtout, si tu veux faire un effet vieux film, tu rajoutes pas de la couleur à certains moments. Van Helsing, l'intro, elle était en noir et blanc,
parce que c'était un flashback. Sin City est entièrement en noir et blanc avec des pointes de couleur, parce que c'était le style du comics. Werewolf by Night, je vois pas l'intérêt. Et je suis désolé, mais une preuve que j'ai raison, Disney a ressorti une version en couleur. Du coup, ta volonté artistique, elle est juste là pour faire genre, en fait. Pareil avec les effets spéciaux. Si tu veux faire un effet vieux film, pourquoi tu mets des monstres et de l'énergie magique en CGI partout? Bref, passons au scénario. C'est ultra prévisible. Littéralement, dès le début de l'histoire, j'ai vu un personnage arriver, c'est lui le loup-garou. Je ne connaissais pas le personnage. Je n'avais rien vu du film, ni bande-annonce, ni trailer, ni quoi que ce soit. Je ne connaissais rien. Et ben j'avais quand même vu juste. L'actrice d'Elsa est transparente au possible. C'est juste, on lui a dit, tu joues une chasseuse de monstres qui fait tout le temps la gueule. Et ben c'est ce qu'elle fait. Je vais faire mon gatekeeper, 2 secondes. Déjà, Elsa est censée être rousse. Donc encore une fois, les roux sont discriminés. Deuxio, j'ai pas lu beaucoup de comics en lien avec l'héroïne. J'ai dû en lire que 2 ou 3. Et cette meuf est archi badass. Je l'avais découvert dans Marvel Zombie, dont le principe est que tous les plus grands héros de la Terre ont été zombifiés et peuvent encore utiliser leur pouvoir et essayent de traquer les humains pour les bouffer. Elle, c'est pratiquement une simple humaine, et elle n'a jamais été infectée. Littéralement, la meuf, c'est « arrête de chialer, si tu veux survivre, reste dans mon sillage pendant que je bute des monstres ». Et tu vois le résultat filmique, putain la déception quoi. Franchement, j'espère que le moyen-métrage est juste une petite expérience tentée par Marvel sans conséquence, parce que s'ils essayent de rajouter sa propre continuité, oh là 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 là. L'histoire n'est absolument pas passionnante, le côté ténèbres du MCU, ça pourrait avoir un impact et apporter plus au lore de l'univers, déjà qui galèrent à gérer tout ce qu'ils ont mis en place, s'ils continuent à rajouter des persos et des univers, c'est mort quoi, ça ne peut plus, ça peut plus rentrer, je suis désolé. Donc bref, Werewolf by Night, c'est pas une expérience agréable, et j'en vois vraiment pas l'intérêt. C'est vendu comme un film d'horreur, sauf que c'est du Disney, donc c'est pas violent et ça fait pas peur. Ça prétend avoir un délire vieux film, mais ça ne respecte que les codes qui l'intéressent avant de balancer le tout à la corbeille. Donc, à moins que ce soit pour vous occuper pendant une petite heure, non, je vous conseille pas le visionnage. L'histoire se déroule en 1979, où nous allons suivre une équipe de tournage pornographique, alors qu'ils viennent louer une maison perdue dans les bayous pour y tourner leur métrage. Les propriétaires étant un couple de vieux croulants. Et littéralement, c'est ça la menace. 2 vieux de 90 balais qui vont traquer et buter tout le monde. En matant ce film, j'étais tendu, à force d'attendre qu'il y ait de la tension. Parce que clairement, ce film est chiant. Exemple de tension inexistante. L'héroïne décide d'aller se baigner à poil sans surveillance. Elle est dans les bayous, l'eau est hyper trouble, donc ma première question ça a été, est-ce qu'il y a des alligators? Oui, il y en a. Est-ce que ça a un impact? Non. La meuf fait sa baignade, un alligator la prend en chasse, et elle s'en va, sans même s'en être rendu compte. Le film arrive déjà pas à foutre les jetons à ses personnages, pourquoi il y arriverait avec nous? Bref, au bout de 15 minutes, je m'emmerdais déjà, et globalement, y a pas grand chose à en tirer. Si, il y a une scène que j'ai trouvée étonnamment bien écrite, où les différents protagonistes discutent au sujet de la liberté sexuelle et de la libéralisation des mœurs. C'est le seul passage qui m'a tiré de l'ennui. Le reste du temps, c'est très prévisible, ça ne fait absolument pas peur. J'ai même réussi à plusieurs reprises à prévoir à l'avance ce qu'allait se passer. Genre, il va y avoir un jumpscare, maintenant. Gagné. Le mec va se faire buter comme ça, maintenant. Gagné. Et malheureusement, avoir des scènes de baise et quelques plans nichons ne suffit pas à relever l'intérêt. Même Jenna Ortega en sous-vêtements n'a pas suffi. Donc bref, le film est inintéressant, assez soporifique, pas très original, ni particulièrement agréable ou passionnant. Donc bref, si vous voulez vous mater un film d'horreur, celui-là, je vous le déconseille. Ouais. L'histoire se déroule dans les années 1990, où l'on suit un enquêteur chargé d'élucider un cas de viol sur mineur, avant de révéler qu'il s'agirait de rituels sataniques sanglants. Sauf qu'en fait, le film vend un peu sa mèche dès le début, en précisant bien qu'il y a eu des grosses vagues de paranoïa sur le satanisme à l'époque. Ça et le fait que, dès que le personnage d'Emma Watson est entré en scène, pour la première fois, je me suis dit, ça va être une menteuse.
Eh ben j'avais raison. En soi, le principe de jouer sur les faux souvenirs, c'est plutôt intelligent, sauf qu'il y a des moments, c'est complètement obvious en fait. Tu vois certaines scènes, non, tu vas pas avoir des gens qui vont agir de façon random comme ça dans la vie réelle. C'est fait de manière trop insistante pour ensuite revenir te dire, en fait non, c'était pas vrai. En dehors de ça, j'ai trouvé le film ni très prenant, ni très surprenant. Beaucoup de révélations sont assez prévisibles, je me suis fait chier comme un rat mort, donc non, je ne vous le conseille pas. J'avais une note d'espoir pour ce film. Oui, ça peut sembler con, mais je suis sensible aux bandes annonces. Et en l'occurrence, donner une origin story à Madame Web, qui dans les comics est une vieille femme paralytique et aveugle, mais capable de voir l'avenir, d'avoir des capacités télépathiques, etc. Why not? Et puis, j'aime laisser leur chance aux adaptations qui tentent des trucs. Ce sera peut-être pas parfait, mais au moins il y aura une tentative. Bref, l'histoire, c'est que Cassandra Webb, une ambulancière, se révèle capable suite à une expérience de mort imminente de voir l'avenir. C'est aussi cette période que choisit l'antagoniste, une sorte de Dark Spider-Man Echo Plus appelé Ezekiel Sims, pour éliminer 3 futures Spider-Woman avant qu'elles ne développent leur pouvoir. Sauf que toute forme de tension ou de suspense est complètement ruinée dès l'intro. Dès le début du film, tu comprends d'où viennent les pouvoirs de l'héroïne, tu sais qui est son ennemi, tu sais qui elle est, tu comprends quel est le MacGuffin, bref, ton visionnage ne t'apporte aucune surprise. Il y a aussi pas mal d'incohérences dans le script, et beaucoup de facilité scénaristique, parce que pourquoi se faire chier à être cohérent quand on peut faciliter la progression vers le final? Genre, à un moment, l'héroïne se rend compte qu'elle doit aller au Pérou. Ok, donc elle confie les 3 ados à un de ses potes en lui disant « Je reviens dans une semaine ». Meuf, tu es extrêmement conne. Les gamines se sont fait attaquer 3 fois en 2 jours depuis que tu les as rencontrées. Ce qui signifie que le méchant vous suit à la trace. Et toi, tu les confies à un mec lambda. Tu pouvais pas juste dire « Eh, on part toutes les 4 au Pérou ?» Pareil, à la fin du film, Cassandra finit aveugle et en fauteuil roulant. Autant la cécité, tu comprends pourquoi, parce qu'il y a un truc brûlant qui lui est passé sur les yeux, donc sans les défigurer bien sûr. Par contre, pourquoi elle peut plus marcher? C'est pas genre on l'a vu être blessé à la colonne vertébrale pendant le climax, non, y a rien eu. Je vous jure qu'à la fin du film, je me suis demandé, mais pourquoi t'es en fauteuil roulant? Il y a aussi le fait que si tu te fais mordre par une des araignées magiques d'Amazonie, tu deviens Spider-Man, avec la capacité, en prime, de voir l'avenir. Cassandra a juste la Spider-Vision. Mais son ennemi, il peut aussi voir l'avenir. Sauf qu'à aucun moment, le mec ne s'adaptera aux prédictions de Cassandra. Même Peter Parker, dans n'importe quel des films Marvel, avec un 6e sens réduit au strict minimum, il pouvait esquiver tout ce que Sims se prend dans la gueule. Bah oui, parce que faire s'affronter 2 ennemis qui peuvent tous les 2 voir l'avenir, ça veut dire que chacun peut anticiper ce que l'autre anticipera. Et donc ça demande de beaucoup réfléchir. Et donc, on balaye tout ça sous le tapis. Il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun effet wow. Tout le film, toutes les scènes d'action, je les ai vues passer. Ouais, bon. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas mémorable non plus. Au moins, ça fait passer le temps. Comme tout le film, en fait. Il y a une scène que j'avais trouvé cool. Bon, avec le recul et la réflexion, tu te dis, ouais, beaucoup moins, mais sur le coup, ça avait un potentiel. Pendant le climax, t'as les 3 ados qui sont en mauvaise posture. Sauf que comme Cassandra peut se déplacer à sa guise sur la toile du temps, elle arrive à se projeter auprès des 3 en même temps pour les aider. Sauf que, à part servir de soutien moral, ça sert absolument à rien. Ça aurait été une très bonne idée dans une situation où le fait de voir l'avenir aurait été utile. Genre, attention, il va t'arriver ça, fais un pas sur la gauche, baisse-toi, saute, des trucs comme ça, quoi. Et mon dernier problème, plus ou moins en lien avec le manque de hype, tu sens que les acteurs sont pas hyper investis. Mais alors le pire, c'est Dakota Johnson. Je sais pas si la meuf est vraiment mauvaise actrice, ou si on avait juste rien à foutre. Son jeu est minimaliste au possible. Comment tu veux te sentir emporté dans un blockbuster si ton héroïne n'est pas foutue de se sentir impliquée? Bref, si vous voulez passer le temps pendant 2 heures, pourquoi pas. Par contre, si vous cherchez quelque chose d'intéressant, je vous conseille pas Madame Web. Bon, si vous ne me connaissez pas déjà, sachez de base que je déteste James Bond. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans un seul de ses films. Déjà tout gamin, je trouvais le personnage insupportable, bouffi d'orgueil et égocentrique. Mais bon, il se trouve qu'en 2024, je faisais un épisode sur le vaudou, et ce film sur 007 y étant consacré,
Fallait bien que je fasse l'effort. L'histoire concerne donc le pire espion du monde, parce que vous m'enlèverez pas de l'idée que quand t'es pas foutu ne serait-ce que d'avoir un faux nom, c'est que tes compétences de discrétion sont à revoir de fond en comble. 3 membres du MI6 sont assassinés dans un laps de temps très court, alors qu'ils enquêtaient sur Kananga, le dictateur d'une petite île des Caraïbes. Il convient donc à James Bond d'aller élucider ce mystère. Parce que si 3 de tes hommes se sont fait buter, évidemment un seul va suffire pour tout arranger. Bon, je vais être honnête, en termes de film et de continuité du scénario, ça va. J'ai pas vu de grosses incohérences dans l'histoire. Et notre cher JB est plutôt compétent niveau improvisation. Il réussit à s'en sortir avec ce qu'il a sous la main. Même s'il y a des moments où il faut lui expliquer que les lois de la physique ça fonctionne pas comme ça. Mais ça reste quand même un bon point. Cependant, encore une fois, le personnage principal est insupportable. Une espèce d'énorme macho arrogant à en gerber, mais qui réussit absolument tout avec une simplicité qui ferait gueuler au cheat. Et si déjà tu supportes pas le perso principal, tu commences le film du mauvais pied. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a des films avec des protagonistes qui sont des pourritures et que pourtant t'adores, genre Scarface. Ouais, sauf qu'il y a une grosse différence. Scarface n'essaie pas de montrer son protagoniste comme un type bien. C'est un criminel et il est montré comme tel. Là où tout ce que Bond fait, c'est le héros il a droit. Genre manipuler une femme pour coucher avec, il a le droit. S'en servir comme potentielle monnaie d'échange en allant sur le territoire du grand méchant alors qu'elle a spécifiquement précisé qu'elle était terrifiée à l'idée d'y aller, il a le droit. Bref, Bond est et restera un énorme connard. Mais pire encore, ça reste le traitement des minorités. On va passer sur la misogynie, les femmes n'ont pas d'autre destin que de finir dans le lit de Bond. Mais alors les noirs, oh la vache. Vous avez vu comment ils sont traités? Là encore, c'était les années 70, le film suivait les mœurs de l'époque. Et avoir des noirs au cinéma, ça leur offrait de la représentation. Enfin, ça dépend pour qui et pour combien de temps, mais bon, c'est... Sauf que là, les 3/4 des noirs sont des méchants. Les seuls du côté des gentils sont soit incompétents et débiles au point de se faire tuer, soit des traîtres. Quand c'est pas les deux. Coucou Rosie Carver. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il y a le pote noir de Bond, là, lui il est utile et puis il reste en vie. Alors oui, il reste en vie. Utile par contre, j'ai des doutes. Parce que à part servir de chauffeur à Bond, le mec est inutile. On pourrait le zapper du script, il y aura aucune différence. Même le fameux Love Interest, qui à la base était censé être une femme noire, a été incarné par une actrice blanche. Donc bref, en soi, le film est pas mauvais. Mais je déteste son protagoniste, et je déteste les idées qu'il véhicule. Donc si vous n'avez jamais vu Vivre et laisser mourir, je vous invite à le laisser pourrir dans un coin. Encore une fois, si j'ai vu ce film, c'était pour l'Universalis sur le vaudou. Sans ça, très clairement, j'aurais pas fait l'effort de le regarder. Le pitch, c'est que l'intrigue se scinde en 2 histoires complémentaires. Le récit de Clairvius Narcisse, un haïtien notamment connu pour avoir échappé à son statut de zombie. Et parallèlement, nous allons suivre une adolescente haïtienne dans le pensionnat de la Légion d'honneur à Saint-Denis. On va commencer par le bon point, ouais, limite le seul bon point que j'ai trouvé, c'est hyper respectueux de l'image du vaudou. D'ailleurs, je pense que si vous avez vu l'épisode d'Universalis, j'ai mis énormément de plans du film pour illustrer la vidéo. Les actrices sont... Maintenant, leur rôle n'étant pas particulièrement prenant, c'est normal de pas être emporté dans leur jeu. Et on va passer au principal problème. Le film est chiant comme la mort. Littéralement, le seul moment où je me suis vraiment réveillé, c'est 5 minutes avant la fin, où je me suis dit « Oh putain, il se passe un truc !» Ah non. Les fameuses scènes finales, c'était censé être l'arrivée des péripéties, au contraire. Toute l'heure et demie d'avant, on aurait pu réduire ça à 20 minutes d'intro. Et ça aurait clairement rendu le métrage plus regardable. Et ça, je suis persuadé que le film en a conscience. Quand tu vois le nombre de scènes qui sont inutiles au possible, mais en plus qui sont filmées avec une caméra fixe, et qui parfois ne bougent pas pendant plusieurs minutes, mon diable, mais ce que c'était chiant! Je vous jure, j'avais mon calepin pour noter tous les trucs pour l'Universalis, là, c'est genre à 5 minutes, il y a telle scène, à 1 heure et quelques, il y a telle réplique, j'aurais pas eu ça à faire, je me serais endormi devant le film. Encore une fois, j'irais pas jusqu'à dire que le film est mauvais en soi, c'est pas stupide, c'est pas incohérent, ils ont juste oublié de faire un scénario. Sans deck, vous lisez le synopsis sur Wikipédia ou sur Allociné. Une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable. Ce que je viens de vous lire là, ça se produit littéralement
dans les 10 dernières minutes du film. Donc non. Très clairement non. À moins que vous soyez extrêmement fan du vaudou, ou que vous souffriez d'insomnie, je vous déconseille Zombie Child. Alors, ceci est un film sur les univers parallèles. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que No Way Home. L'histoire tourne autour de jeunes scientifiques qui vont voir l'une des leurs, pourtant décédée depuis plusieurs mois, réapparaître depuis un univers alternatif. J'ai très peu de bons points à ressortir, si ce n'est le personnage d'Amy, qui a effectivement quelques moments assez sympas. Le reste du film est insipide, souvent mal joué et mal cadré, parfois souvent incohérent même, et régulièrement débile. Je ne crois pas une seule seconde à ces jeunes scientifiques qui ne sont pas capables d'additionner 2 et 2. Mais le pire, ça reste les scènes de tension, dépourvues de toute tension. Genre, littéralement, l'élément déclencheur, c'est la mort de Loretta. Les héros ont failli avoir un accident de voiture avec un van qui se retrouve à moitié suspendu dans le vide. Les personnages n'ont aucun stress. Loretta s'approche du van comme si de rien n'était. Le jeu d'acteur suite à sa mort n'est pas crédible une seule seconde. Et évidemment, le film est prévisible, mais à un level. Oh là 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 là. Comment vous dire que le film ne dure qu'1 h 30. Je me faisais déjà chier au bout de 10 minutes. Littéralement, les 30 secondes, je regardais combien de temps il restait tellement j'en pouvais plus. Pire encore, le film te sort une excuse de boucle temporelle en plus d'intrication quantique, le truc qui n'a rien à voir, qui sort de nulle part. Du coup, c'est très mauvais et très chiant. Donc, si vous ne voulez pas tuer une part de votre âme à coup d'ennui, vous savez quoi éviter. L'histoire, je vais essayer de résumer ce que j'ai retenu avant de sombrer dans le désintérêt le plus total. Nous suivons 2 jumeaux, un frère et une sœur, qui vivent dans un manoir délabré dans un village irlandais, manoir qui se trouve être ciblé par une malédiction, avec des fantômes liés à l'eau, qui interviennent tous à minuit. Et on va commencer par le problème numéro 1, la VF. Je vais pas dire qu'elle est pourrie, parce que j'ai déjà entendu pire, mais ça a pas été confié à des gens compétents. T'as l'impression que les comédiens se contentent de réciter leur texte avec le minimum syndical de motivation. J'aurais peut-être dû switcher sur la VO, peut-être que ça m'aurait un petit peu plus intéressé. Le problème étant que c'est lent. C'est le rythme est mou. Au bout de 45 minutes, je me suis rendu compte que je suivais même plus le film, tellement les personnages étaient inintéressants, l'intrigue est prévisible au possible. Du coup, je me suis dit, allez hop, j'ai fait ma part, je m'arrête là. Et autant que j'arrête le visionnage d'une série en milieu de saison, voilà, ça peut se comprendre, parce qu'une série, c'est long quand même. Mais en général, les films, je fais l'effort de les regarder jusqu'au bout. Là, non, c'est pas possible. Pour que vraiment j'abandonne un long métrage en cours de visionnage, c'est que vraiment, c'était chiant. Vous commencez à me connaître. Un mauvais film, qui est débile ou incohérent, ça me fait rager, donc ça me tient éveillé jusqu'au bout. Mais là, il y avait juste rien, quoi. Donc, non. Ignorez ce film. Oh mon dieu, ce que c'était chiant! Oh mais j'ai tiré le gros lot cette année, c'est pas possible! La quasi-totalité des films du flop, c'est des trucs chiants et pas intéressants. C'est même pas des trucs qui me font rager, quoi, c'est... L'histoire est celle d'Alex, dont la mère s'est suicidée des années plus tôt, sûrement à cause de sa psychose. Et il va se décider à tenter des expériences de projection astrale, dans l'espoir de la retrouver. Mais en agissant ainsi, il va s'attirer les foudres d'une menace surnaturelle. Alors, je vais pas dire que les acteurs sont mauvais, mais ils sont pas aidés par l'écriture. Et la VF aide pas, hein, franchement pas. L'histoire est archi prévisible, en plus d'en montrer le moins possible, parce que le budget devait être au ras des pâquerettes. Alors l'intrigue, avec les révélations qu'en fait, au final, le héros a, par hasard, attiré l'attention d'un démon catholique, et il fallait nécessairement l'intervention d'une prière chrétienne pour le calmer. Alors, je suppose que c'est en arrachant le médaillon que tout s'arrête. Alors ok, why not, mais pourquoi? Comment? Y a rien de confirmé. Littéralement, tu clignes un peu trop souvent des yeux, tu peux juste penser que c'est un film pro-religion qui voulait tourner les scientifiques en ridicule, et montrer que les pratiques ésotériques ça va juste attirer des démons sur ta gueule. Moi je le vois comme ça, et c'est plus une mauvaise propagande qu'autre chose. Je sais pas, des films qui mettent la religion au centre de leur intrigue, et qui sont pas des daubes, il y en a. Vous regardez les dossiers Warren, vous regardez l'Exorciste, c'est des bons films malgré tout.
Donc non, Astral, c'est un mauvais film, c'est très lent et très mal rythmé, ça essaye de faire des sous-entendus mais en fait on n'a pas trop les moyens de vous les montrer, donc on va pas insister dessus. Genre, je sais pas, à un moment, tu vois une scène où tu vois un hall d'hôtel. Ok, ça ne sert absolument à rien et ça ne revient plus jamais. C'était censé représenter quoi? Aucune idée. Et la scène finale, ça sert tellement à rien, t'en as juste rien à foutre, t'as juste envie que le film se termine en fait. Bref, je vous déconseille ce film, c'est pas très intéressant, et même s'il ne dure qu'1h20, j'ai quand même l'impression d'avoir perdu 1h20. À la base, Le Château Solitaire dans le Miroir, c'est un manga. Enfin à la base c'est un roman, mais qui a été adapté en manga par la suite. J'avais lu le premier tome à sa sortie, je sais plus si j'en avais parlé dans un précédent top des lectures, mais j'avais trouvé le concept assez original et bien pensé, et ça avait l'air de plutôt bien partir. J'ai jamais lu la suite, mais c'était plutôt intéressant. Donc quand j'ai appris qu'ils en avaient fait un film, bah j'ai tenté. Ça... Eh bah ça rend pas pareil, hein. L'histoire, c'est que 7 collégiens se retrouvent aspirés par leur miroir dans un château dirigé par une petite fille avec un masque de loup. Et celle-ci leur annonce qu'ils peuvent se rendre dans le château tous les jours de 9h à 17h et qu'ils ont 1 an pour trouver une clé qui leur permettra d'exaucer leurs souhaits. La contrepartie étant qu'ils n'ont pas le droit de rester au château en dehors de ces horaires, sous peine d'être dévorés, et que si la clé est utilisée, ils oublieront tout de cette période magique. Et accessoirement, ce sont tous des jeunes déscolarisés, maltraités, bref. Et ne serait-ce que 5 tomes de manga, je pense que tu as de quoi adapter un animé d'une dizaine d'épisodes, minimum. Le problème, c'est que le film ne dure que 2 heures. Et comme d'hab, c'est récurrent pour cette année, j'ai trouvé le film long et chiant. Est-ce que c'est la faute à l'histoire? Peut-être. Comme je le disais, j'ai pas lu le manga en intégralité, donc je sais pas comment elle aurait dû évoluer. Donc je n'affirmerai rien, mais j'ai quand même l'impression que pas mal d'éléments ont été simplifiés, voire carrément retirés de l'intrigue. Un truc dont je suis sûr, c'est le cas d'Ureshino, le petit gros en somme. On comprend vite que le gamin a un gros problème relationnel. Il colle et il drague énormément les filles, et ça pose un vrai problème dans le groupe. Dans le film, ça dure 10 minutes, et c'est juste une blague. Le deuxième point par contre, là je suis plus sûr à 100%, dans le film, la fameuse menace du « t'es pas rentré à l'heure donc tu vas te faire becqueter par un loup » n'arrive qu'à la toute fin. Dans le manga, j'ai souvenir que les héros ils sont confrontés beaucoup plus tôt, fin du premier tome, voire du deuxième, c'est le... Peut-être que je me plante et que je me mélange les pinceaux, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais ça m'a pas donné cette impression. Niveau visuel, dessin et animation, sympa sans plus. Et pour les pro VF, je vous le conseille pas. C'est pas mauvais, mais c'est moyen bof. Voilà. Et bah je me suis fait chier quoi. Pour un film de 2 heures censé compresser tous les événements, je me suis emmerdé. J'ai trouvé le rythme vraiment très lent. Et petit exemple. À la toute fin, quand un certain personnage trouve la clé, ça fait apparaître un escalier. Je crois que le personnage met au moins 3 minutes entières à le gravir cet escalier. Même au moment où elle se met enfin à courir, mais c'est long quoi! C'est bouge-toi le fiac, connasse! C'est quand même aberrant, un problème de rythme pareil sur une œuvre qui a été charcutée. Là encore, je saurais pas dire si c'est un problème de l'histoire ou si c'est l'adaptation cachée dans la colle. Mais beaucoup de révélations du final sont ultra prévisibles. Toutes les divulgations de la fin, je les avais vues venir dès la moitié du métrage. Et ce qui m'a fait vraiment péter un câble, c'est que toute l'énigme censée te permettre de trouver la clé, elle est résolue le dernier jour. Mais genre, littéralement, les dernières heures, on résout toute l'énigme. Le truc était censé tenir 7 collégiens en haleine pendant une année entière, il y en a une qui résout tout en 1 heure. Tu fais ça dans un JDR, le MJ il se tire une balle. Donc, non. Franchement, non. Je ne vous conseille pas le film du Château Solitaire dans le Miroir. Je le trouve vraiment très mauvais. En revanche, je vous incite plus à tenter la version manga, qui, ne serait-ce qu'avec le premier tome, avait l'air plus intéressante. Voilà! On a fini avec mes pires films de 2024. C'est pas autant les tréfonds des abysses de qualité qu'on aurait pu s'y attendre. C'était surtout du très chiant ou du bof. Bref, je vous invite à me retrouver pour la prochaine vidéo, qui sera dédiée à mes meilleurs films de 2024, et qui sortira demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Bonsoir à tous, et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle édition de... Non, c'est l'édition 2024. Bonsoir à tous, et bien...
Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à bord du l'Universaliste pour cette nouvelle... Putain, pour cette édition 2024 des pires... Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette... Putain de merde, pour cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette édition 2024 des tops et des flops des pires... Non, top et des flops. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette édition 2024 des tops et des flops. Bonsoir à tous et bien... Bonsoir à tous et bien... Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste. Putain de merde. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette nouvelle édition. Putain de merde. Bonsoir à tous et bienvenue à je sais plus. De 1, il ne s'agit pas d'un classement des pires films sortis cette année. Il ne s'agit pas d'un classement des pires films sortis cette année. Mais des films que j'ai personnellement découverts en 2000. Genre la gonzesse qui va lui dire « Tu es un mec en or !»« Meuf, tu la crois !» Putain. Je vais te rapprocher un petit peu quand même. Au début, oui, bien sûr, au début. Et j'ai pas l'impression que c'était le but du film de me faire Ah, putain. Pratiquement à la fin du bon... les deux hommes vont confronter leur vision du christianisme. Putain. À mes souhaits. Au sujet de la liberté sexuelle et de la libération. Ah, putain. Avant de révéler qu'il s'agirait de rituels sataniques sanglants. Ah, putain. De rituels sataniques. Et donc. Putain. Et donc. On balaye tous. Et donc. Je vais plus y arriver. Là où tout ce que Bond fait. Bah ma doudouche, t'as fait peur? Elle vient de se lever, elle a fait tomber un livre et du coup ça lui a fait peur. Donc si vous n'avez jamais vu James Bond vivre ou laisser mourir... Non, vivre et laisser mourir. Comment vous dire que le film ne dure qu'1 h 30. Le film ne dure qu'1 h 30. Je me faisais déjà si... Aïe. Numéro 2, Astral. Et j'ai pas mis la date. Bon, bah... Long, chiant et pas intéressant. Merde. L'histoire est celle... Attirer l'attention d'un démon qui... attirer l'attention d'un démon catholique. C'est pour... attirer l'attention d'un démon catholique... Ah, putain. Attirer l'attention d'un démon christianique